bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Les origines anciennes de l'Asie orientale ? L'Asie orientale, vaste région aux multiples facettes, concentre une histoire ancienne, riche, que les archéologues et historiens explorent depuis des siècles. Les premiers établissements humains s'y déployèrent il y a plusieurs milliers d'années. Dès cette ère néolithique, les populations commencèrent à domestiquer des plantes et des animaux, amorçant ainsi un changement fondamental dans leur mode de vie. Cette transition vers l'agriculture permit le développement de sociétés sédentaires, élément crucial pour la formation des premières civilisations. Les premières communautés agricoles se développèrent notamment dans les vallées fluviales, où les conditions naturelles favorisaient la culture du riz et du millet. La vallée du fleuve Jaune, en particulier, est reconnue comme un foyer primordial de civilisation, où l'on découvrit des vestiges témoignant d'une organisation sociale complexe et d'une maîtrise de la poterie et du tissage. Ces innovations culturelles jetèrent les bases des dynasties ultérieures, qui marquèrent durablement l'histoire régionale. Parmi les premières grandes dynasties, celle des Shang, apparue au 2e millénaire avant notre ère, occupe une place centrale. Elle se distingue par la production de bronze raffiné, utilisé à la fois pour des outils et pour des rituels religieux. Les Shang développèrent également un système d'écriture, inscrit sur des ossements divinatoires, révélant un début d'administration organisée et de pensée codifiée. Cette écriture, bien que rudimentaire, est considérée comme l'ancêtre direct des idéogrammes utilisés dans la région. Les dynasties qui suivirent confirmèrent et amplifièrent ces innovations initiales. Au cours de la dynastie Zhou, apparue peu après, une pensée politique et philosophique se développa, mettant en avant des concepts d'ordre et d'harmonie qui influencèrent profondément la culture orientale. Il est important de souligner que ces idéaux ne vécurent pas seulement sur le plan conceptuel, mais prirent aussi forme dans la structuration socio-politique, avec l'instauration d'un système féodal adapté aux réalités du territoire. Sur le plan agricole, les techniques s'améliorèrent notablement. L'irrigation, la rotation des cultures, ainsi que la sélection des semences contribuèrent à accroître la productivité. Ces progrès permirent à la population de croître de manière régulière, ainsi qu'à la société de se complexifier. La diversification des activités économiques incluait désormais l'artisanat spécialisé et le commerce entre régions, ce qui forgea des réseaux d'échanges favorisant la diffusion des connaissances et des biens. Les sociétés d'Asie orientale étaient aussi marquées par des pratiques culturelles liées au cycle naturel. Le calendrier lunaire constituait une base de repères importante pour l'organisation des fêtes et des rituels. Ces manifestations avaient souvent pour but d'assurer la fertilité des terres et la prospérité des villages, combinant croyances animistes et premières formes de religion structurée. Ces traditions témoignent du lien étroit entre l'homme et son environnement, une relation qui modela durablement les modes de vie et les structures sociales. Au Japon, les premiers établissements agricoles apparaissent un peu plus tard, influencés par les échanges avec la péninsule coréenne et la Chine. Cette transmission de savoir connaît un enrichissement progressif, aboutissant à une civilisation insulaire où cohabitent développement local et apports extérieurs. Les premiers États japonais se constituent ainsi autour de familles régnantes établissant peu à peu leur autorité et introduisent des formes d'organisation politique qui perdureront. La Corée, quant à elle, est également un acteur essentiel dans cette région. Elle sert de pont culturel entre la Chine et le Japon, facilitant la circulation des idées, technologies et pratiques agricoles. La présence de royaumes comme Goguryeo, Baekje et Silla entre les premiers siècles de notre ère illustre ces dynamiques. Chacun contribua à façonner l'identité culturelle coréenne à travers ses propres structures politiques et religieuses, souvent influencées par le confucianisme et le bouddhisme importé. La diversité de ces premières civilisations ne doit pas masquer leurs interactions. Ces peuples, bien que distincts, échangèrent régulièrement par le biais de routes terrestres et maritimes. Ces voies facilitèrent la diffusion d'innovations techniques telles que les métaux travaillés, les méthodes agricoles ou encore des formes artistiques.
Ces échanges créèrent une toile complexe de relations qui développèrent la cohérence de la région au fil des siècles. Les mythes fondateurs jouent également un rôle non négligeable dans la construction historique de ces cultures. Ils expliquent souvent l'origine du monde et des peuples, en mêlant éléments surnaturels et événements réels. En Chine, par exemple, la légende de l'empereur jaune propose une genèse symbolique à la civilisation chinoise, incarnant l'unité et la sagesse. Ces récits, transmis oralement puis par écrit, participèrent à la construction d'une mémoire collective essentielle à la stabilité sociétale. La maîtrise des ressources naturelles, notamment des minerais et des sols fertiles, fut un facteur déterminant dans le développement des cités et des royaumes. L'extraction et le travail du bronze, puis plus tard du fer, permirent la fabrication d'outils plus efficaces et d'armements renforçant le pouvoir des élites. Ces progrès techniques s'accompagnèrent d'une croissance démographique et d'un élargissement des espaces habités vers de nouvelles régions. Parallèlement, les pratiques funéraires témoignent des conceptions de l'au-delà et des hiérarchies sociales. La construction de tombes monumentales, parfois accompagnées d'objets précieux, révèle l'importance accordée au respect des ancêtres. Ces traditions funéraires attestent de croyances complexes et d'une structuration sociale où la mémoire des défunts assurait la légitimité des vivants, consolidant ainsi la continuité des lignées. La naissance des premiers systèmes d'écriture permit aussi la fixation des savoirs et l'administration des États. Cette écriture servit à rédiger des documents officiels, des inscriptions rituelles, ainsi que des chroniques historiques. Elle facilita non seulement la communication au sein des sociétés, mais aussi la transmission de la culture et des lois, asseyant le pouvoir des souverains et la pérennité des institutions. L'évolution de l'architecture, même dans ses formes les plus anciennes, renseigna sur les modes d'habitat et la hiérarchie sociale. Les bâtiments publics et religieux, souvent construits en bois et pierre, reflétaient l'organisation communautaire. Ces espaces traduisent une volonté d'ordre et d'esthétique tout en répondant à des besoins fonctionnels, comme la protection ou la réunion des populations lors de cérémonies. La période que je viens de décrire pose ainsi les fondations d'un territoire animé par des dynamiques complexes. Les sociétés d'Asie orientale forgèrent un patrimoine riche, fondé sur l'agriculture, l'artisanat, la métallurgie, ainsi que sur des traditions spirituelles. Leur héritage influence encore aujourd'hui la culture et les identités régionales, dans un continuum historique remarquable. À mesure que les premières grandes dynasties s'organisaient, les conceptions du pouvoir évoluaient, intégrant notamment des mécanismes de gouvernance plus structurés. Ces institutions permettent d'assurer la gestion des ressources, la justice et la défense. Cette structuration progressive ouvrit la voie à des États centralisés qui domineront la région pendant plusieurs siècles, avant l'émergence de nouvelles dynamiques historiques que nous explorerons dans la suite de ce récit. Les empires chinois et leur héritage. Les anciennes dynasties chinoises ont profondément façonné l'histoire et la culture de l'Asie orientale. Le développement de ces empires, riches en traditions politiques et sociales, constitue une base essentielle pour comprendre l'identité commune de cette vaste région. Dès la dynastie Qin, qui unifia les différents États combattants, la Chine connut une centralisation rigoureuse de l'autorité impériale. Cette organisation politique permit l'établissement d'un système administratif cohérent, avec des fonctionnaires formés dans des écoles impériales. Sous la dynastie Han, l'État renforça son contrôle en établissant un corps fonctionnaire basé sur le mérite, introduisant ainsi le confucianisme comme doctrine officielle. Cette période vit également l'expansion des frontières, accompagnée de la consolidation de la route de la soie, un réseau commercial essentiel reliant la Chine à l'Asie centrale et à l'Occident. Cette ouverture favorisa non seulement les échanges économiques, mais aussi la diffusion des idées philosophiques et religieuses, telles que le bouddhisme. Le système social, très hiérarchisé, reposait sur la famille et la communauté locale, unité fondamentale de la société chinoise. Le respect des ancêtres et des traditions confucéennes structurait la vie quotidienne, encadrant les relations entre les générations et les classes sociales. Ce modèle perdura à travers les siècles et influença durablement les sociétés des pays voisins, comme le Japon, la Corée et le Vietnam. Les dynasties suivantes, telles que les Tang et Song, connurent un âge d'or culturel et scientifique. Les Tang furent réputés pour leur tolérance religieuse et leur dynamisme artistique, tandis que les Song
favorisèrent les inventions techniques, notamment l'imprimerie et la boussole. Ces innovations permirent une diffusion plus large du savoir et un enrichissement intellectuel qui dépassèrent souvent les frontières de l'Empire. L'organisation politique resta cependant marquée par une administration centralisée et méritocratique, contrôlant étroitement les provinces et les élites locales. La place donnée à l'éducation dans la sélection des fonctionnaires assurait une continuité dans la gouvernance et un ancrage des valeurs confucéennes, contribuant à la stabilité de l'État et à son efficacité. Le système impérial chinois assura également la préservation et la transmission de savoirs anciens. Les grandes encyclopédies et manuscrits compilés sous les Tang et les Song témoignent d'une volonté de conserver l'héritage culturel tout en alimentant le progrès. La littérature, la poésie et la philosophie trouvèrent ainsi des terrains fertiles qui inspirèrent non seulement la Chine, mais également l'ensemble de l'Asie orientale. Au sein de ces empires, la coexistence des différentes écoles de pensée, telles que le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme, permit une grande richesse spirituelle. Ces traditions influencèrent en profondeur la manière dont la société envisageait le monde et la place de l'humain en son sein. L'harmonie sociale et politique fut souvent conceptualisée comme un équilibre indispensable entre ces différentes forces. L'impact de ces dynasties ne se limite pas à la Chine continentale. Leur héritage transcenda les frontières et participa à la formation d'une civilisation partagée. Les échanges culturels avec la péninsule coréenne, le Japon et l'Asie du Sud-Est diffusèrent les idées, les techniques et les croyances issues de ces empires, façonnant peu à peu une région marquée par une certaine unité culturelle. Le système administratif impérial, en particulier, inspira des modèles de gouvernement dans les pays voisins. La mise en place d'examens civils pour la sélection des fonctionnaires fut adoptée sous des formes adaptées, témoignant de l'influence durable des institutions chinoises sur la région. Cette transmission institutionnelle contribua à la stabilité et à la cohésion des États asiatiques pendant de nombreux siècles. Par ailleurs, les grandes réalisations architecturales issues de ces époques, comme la cité interdite ou les pagodes empreintes de spiritualité, symbolisent une continuité culturelle indéniable. Elles illustrent la capacité des empires à allier pouvoir politique et expression artistique, offrant non seulement des outils de gouvernance, mais aussi des repères identitaires forts. Les pratiques agricoles et les techniques d'irrigation développées au fil des dynasties permirent une croissance démographique soutenue, essentielle à la puissance de l'empire. L'organisation des terres, la classification des sols et l'introduction de nouvelles cultures illustrent une gestion systématique des ressources naturelles, garantissant la pérennité économique et sociale. Enfin, le rôle joué par la Chine dans le cadre régional s'affirma par son rayonnement intellectuel et commercial. La transmission des idées, qu'il s'agisse de pensées politiques ou de croyances religieuses, modela profondément les sociétés environnantes. Ce processus créa un ensemble culturel unifié, fondé sur des principes partagés et une histoire commune remontant à plusieurs millénaires. Ce récit de l'histoire des empires chinois révèle ainsi une vaste toile de relations complexes, où les dynasties agirent tour à tour comme des bâtisseurs d'États, des protecteurs du savoir et des catalyseurs de la culture régionale. Leur héritage demeure un pilier fondamental pour comprendre l'évolution de l'Asie orientale et le lien dense qui unit ces sociétés. Les transformations politiques et sociales observées dans ces époques contribuèrent à établir une vision du monde harmonieuse et ordonnée, fondée sur le respect, l'éducation et la tradition. Les structures mises en place traversèrent les siècles, démontrant une remarquable capacité d'adaptation et une continuité rare dans l'histoire mondiale. En somme, l'étude approfondie de ces dynasties majeures offre un aperçu précieux sur la construction progressive d'une identité historique commune. Ce phénomène s'appuie sur des institutions durables, des échanges interculturels intenses et une philosophie partagée qui continue d'influencer la réalité contemporaine. Ce vaste panorama prépare à explorer à présent la dynamique des sociétés voisines, où l'héritage chinois se mêla à d'autres influences pour donner naissance à des civilisations également riches et variées. La philosophie et la pensée classique. La pensée classique en Asie de l'Est représente un riche ensemble d'enseignements philosophiques qui ont façonné les fondations culturelles, sociales et politiques de la région. Parmi ces courants, le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme occupent une place centrale, chacun apportant une vision distincte de l'existence humaine,
des valeurs essentielles à cultiver ainsi que des manières d'organiser la société. Ils influencent encore aujourd'hui la vie quotidienne, les rites et la structure des gouvernements. Le confucianisme trouve ses origines dans les enseignements de Kongzi, connu en Occident sous le nom de Confucius, qui vécut au cours du VIe siècle avant notre ère. Cette doctrine valorise les relations humaines harmonieuses et insiste sur la moralité, la piété filiale et le respect des rites sociaux. La valeur suprême de la société selon cette école repose sur la maîtrise de soi, la sincérité et la conscience des devoirs envers la famille et l'État. Elle met également en avant l'éducation constante pour perfectionner le caractère, insistant sur la nécessité d'un gouvernement vertueux pour assurer la stabilité et la prospérité. Le confucianisme propose ainsi une vision éthique où le rôle du souverain est primordial. Le dirigeant doit être un modèle de vertu, capable d'inspirer ses sujets à travers la droiture et la sagesse. L'éducation morale et la hiérarchie sociale ordonnée sont des piliers essentiels qui doivent garantir la cohésion du corps politique. L'accent mis sur la loyauté, la justice et le respect des anciennes traditions contribuent à maintenir un ordre harmonieux au sein de la communauté. Ces principes ont profondément marqué les dynasties chinoises, influençant aussi d'autres nations d'Asie de l'Est. Le taoïsme, qui s'épanouit principalement à partir du IVe siècle avant notre ère, offre une perspective différente. Fondateur attribué à Laozi, ce courant invite à une harmonie avec le Tao, une sorte de principe universel qui sous-tend toute réalité. Contrairement à la rigueur sociale confucéenne, le taoïsme privilégie la spontanéité, la fluidité et l'adaptabilité. Vivre en accord avec le Tao, c'est accepter le changement naturel du monde et suivre le cours de la vie sans résistance excessive. Il valorise le Wu Wei, l'action sans effort forcé, où les choses s'accomplissent par un alignement avec les forces naturelles. Cette philosophie invite à la contemplation du monde naturel et à une certaine forme de retrait du tumulte de la société pour trouver la paix intérieure. Le taoïsme prend aussi un aspect mystique avec l'exploration des énergies vitales et la quête d'une longévité harmonieuse. Son influence s'étend à la médecine, à l'alchimie et aux arts martiaux, où la compréhension du flux de l'énergie est centrale. Ce savoir incarne une manière de penser non hiérarchisée, alternative à la structure rigide des conventions sociales du confucianisme. Le bouddhisme, qui s'est implanté en Asie de l'Est à partir du 1er siècle de notre ère en traversant la route de la soie, se base sur les enseignements du Bouddha historique. Cette religion-philosophie propose une analyse de la souffrance humaine et un chemin pour y mettre fin par la compréhension profonde de la nature de l'esprit et l'extinction des désirs. À travers des pratiques telles que la méditation et la discipline morale, le bouddhisme encourage un éveil progressif qui conduit à la libération du cycle des renaissances. La doctrine bouddhiste a connu plusieurs écoles en Asie, notamment le Mahayana, qui a pris un essor important en Chine, en Corée et au Japon. Elle insiste sur la compassion et le dévouement envers tous les êtres vivants, incluant la figure du Bodhisattva, qui choisit de rester dans le monde pour aider les autres à atteindre l'illumination. La philosophie bouddhiste a également influencé les systèmes éthiques et les réflexions sur la nature de la réalité et du temps, offrant une visée universelle qui transcende les frontières ethniques et culturelles. Les interactions entre ces trois grandes voies ont créé un dialogue continu dans l'histoire intellectuelle asiatique. Elles ne s'excluent pas mutuellement, mais se sont souvent enrichies en se complémentant, chacune apportant ses réponses aux questions fondamentales du vivre ensemble. Le confucianisme fournit un cadre social solide. Le taoïsme propose une voie plus libre et personnelle d'harmonie, tandis que le bouddhisme invite à une quête spirituelle profonde et universelle. Au fil des siècles, ces philosophies ont façonné non seulement les cultures, mais aussi les institutions politiques. Le confucianisme, en particulier, a servi de doctrine officielle sous de nombreuses dynasties chinoises, orientant les examens impériaux et dictant les normes comportementales des fonctionnaires. Le taoïsme, quant à lui, a été intégré au panthéon religieux et a influencé les pratiques rituelles, notamment celles relatives à la nature et à l'immortalité. Le bouddhisme a largement contribué à la construction d'espaces sacrés et à la diffusion d'une vision éthique tournée vers la compassion et la réduction de la souffrance. Cette articulation complexe a permis à la civilisation d'Asie de l'Est d'atteindre une riche diversité culturelle tout en maintenant une certaine unité spirituelle.
Ses pensées ont traversé des époques d'expansion économique, de conflits dynastiques et de transformation sociale, restant des repères essentiels pour les individus et les communautés. Elle continue aujourd'hui à influencer les sociétés modernes, notamment dans leur approche de la gouvernance, de l'éducation et de la relation avec l'environnement. Il est intéressant de mentionner que ces philosophies se sont aussi adaptées au fil du temps, donnant naissance à de nouvelles écoles, mouvements de réforme et pratiques plus contemporaines. Cette capacité à évoluer tout en conservant leur essence explique leur durabilité exceptionnelle. Le dialogue interne entre tradition et innovation a fait de ces enseignements des éléments vivants plutôt que de simples reliques historiques. Le confucianisme, par exemple, a inspiré des penseurs modernes qui cherchent à concilier valeurs traditionnelles et exigences démocratiques. Le taoïsme a nourri des approches écologiques et des mouvements spirituels cherchant une reconnexion avec le naturel. Le bouddhisme, quant à lui, connaît une popularité croissante en Occident par ses techniques méditatives et son éthique de compassion universelle. Cette dynamique témoigne d'une philosophie asiatique qui demeure pertinente au-delà de ses frontières d'origine. Enfin, ces systèmes de pensée ont aussi influencé les arts, la littérature et la musique, offrant des représentations symboliques et poignantes des idéaux qu'ils défendent. La calligraphie confucéenne, les poèmes taoïstes méditatifs ou les mandalas bouddhistes incarnent des expressions artistiques qui prolongent le discours philosophique dans l'expérience sensorielle. Ainsi, la pensée classique d'Asie de l'Est ne se limite pas à la théorie, mais se manifeste dans la vie quotidienne et les pratiques culturelles. La continuité et la résonance de ces enseignements à travers les âges illustrent l'importance d'une philosophie qui cherche à orienter non seulement l'esprit, mais aussi les modes d'existence. Elles invitent à une compréhension nuancée de la place de l'homme dans la société et dans l'univers. Un équilibre subtil entre structure et fluidité, discipline et lâcher-prise. Ces éléments fondamentaux ouvrent la voie à la réflexion suivante qui abordera l'histoire des grandes dynasties, en examinant comment ces philosophies ont été mises en œuvre dans le cadre concret du pouvoir politique et des institutions. Le Japon ancien et ses institutions. Le Japon ancien se distingue par un parcours historique qui s'étend sur plusieurs milliers d'années, caractérisé par une évolution politique et culturelle marquée par la rencontre entre traditions indigènes et influences extérieures. Dès les premiers siècles avant notre ère, les différentes tribus et clans qui peuplaient les îles japonaises commencèrent à forger des institutions qui allaient structurer la société. Ces sociétés primitives s'organisaient souvent autour de chefs locaux, dont l'autorité reposait à la fois sur des liens de parenté et sur le contrôle des terres cultivables. L'émergence progressive d'un pouvoir centralisé permit de dépasser ces organisations fragmentées pour construire un ordre plus stable. La période Yayoi, qui s'étend approximativement du IIIe siècle avant notre ère au IIIe siècle de notre ère, marque une étape décisive dans le développement du Japon ancien. Durant cette époque, l'introduction de la riziculture irriguée transforma profondément les modes de vie. Cette innovation agricole favorisa la croissance démographique et la formation de communautés permanentes. Le pouvoir politique, désormais appuyé sur la maîtrise de terres fertiles, se consolidait autour des grands clans qui imposaient leur autorité dans diverses régions. L'influence de la Chine continentale se fit sentir non seulement dans les techniques agricoles, mais aussi dans l'adoption progressive d'éléments culturels et administratifs. Les échanges avec les puissances asiatiques, notamment la Chine et la Corée, jouèrent un rôle essentiel dans l'évolution des institutions japonaises. À partir du VIe siècle, le Japon reçut l'influence directe des idées bouddhistes et confucéennes, qui furent diffusées par des missionnaires venus du continent. Ces apports modifièrent profondément la vision du pouvoir et de la société. La cour impériale, établie à Yamato, s'efforça d'adopter des modèles politiques centralisés inspirés de la Chine des Tang, notamment avec la mise en place d'un code administratif rigoureux. Ceci fut un pas important vers la formation d'un État structuré, même si le contrôle effectif sur tout le territoire restait limité. La légende du premier empereur, Jinmu, est un exemple de la manière dont le Japon ancien forgea son identité politique. Ce récit mythologique sert à légitimer la dynastie impériale, en l'enracinant dans une continuité divine. Selon la tradition, Jinmu serait un descendant direct de la déesse du soleil, Amaterasu, ce qui confère à sa lignée une autorité sacrée.
Cette conception du pouvoir constamment liée au sacré joua un rôle central dans la culture japonaise tout au long de son histoire, renforçant le pouvoir de l'empereur en tant que figure symbolique au-delà de ses capacités politiques réelles. Au cours des siècles qui suivirent, le pouvoir impérial connut des fluctuations et des rivalités internes. Des familles influentes, comme les Fujiwara, parvinrent à exercer un contrôle de facto sur la cour en occupant des postes clés et en orchestrant des alliances matrimoniales. Ce système établit une aristocratie de cour qui domina la vie politique et culturelle pendant plusieurs générations. Toutefois, le contrôle effectif sur les provinces était souvent délégué à des chefs militaires locaux, appelés daimyos, qui possédaient leurs propres armées de guerriers. C'est dans ce contexte que la figure des samouraïs émergea, incarnant une nouvelle forme d'autorité militaire fondée sur des valeurs spécifiques telles que la loyauté, l'honneur et la discipline. Les guerres civiles successives et la montée en puissance des clans guerriers conduisirent à une réorganisation profonde du pouvoir. La chute de la cour impériale comme autorité dominante ouvrit la voie à la mise en place du shogunat, une structure dans laquelle le pouvoir militaire détenu par le shogun prédominait sur le pouvoir symbolique de l'empereur. Le shogunat de Kamakura, établi au XIIIe siècle, marque ainsi une étape cruciale dans l'histoire politique japonaise. Il institue une dualité entre un leader militaire effectif et l'empereur, toujours reconnu comme chef spirituel et symbolique. Cette organisation permit d'assurer une certaine stabilité après une longue période de conflit. Par ailleurs, ce régime mit en place des codes militaires et des institutions judiciaires proprement japonaises, témoignant d'une adaptation des concepts importés aux réalités locales. La période Kamakura marque également l'élargissement des échanges culturels avec la Chine des Song, notamment par la diffusion du bouddhisme zen. En parallèle à ces évolutions politiques, la société japonaise développa ses propres traditions culturelles. La poésie waka, les arts calligraphiques, ainsi que les cérémonies du thé et les jardins zen, forgèrent une identité esthétique et spirituelle spécifique. Ces pratiques, tout en s'inspirant de modèles continentaux, prirent une profondeur nouvelle dans le contexte japonais, marquant une recherche d'harmonie entre nature et culture. L'organisation sociale autour des samouraïs donna aussi lieu à une codification des comportements et à la transmission de valeurs qui allaient influencer durablement la société japonaise. L'histoire ancienne du Japon révèle donc un processus de construction politique et culturelle complexe, fait d'interactions entre traditions locales et apports extérieurs. La permanence de la figure impériale, malgré sa marginalisation politique, souligne une originalité majeure du système japonais. Cette continuité légendaire, associée à l'adaptation constante des structures institutionnelles, témoigne d'une capacité à concilier immuabilité et changement. La période précédant la formation définitive du shogunat pose ainsi les bases d'un équilibre singulier entre autorité symbolique et pouvoir militaire. Dans cette perspective, l'étude des institutions japonaises anciennes invite à comprendre la formation d'un modèle politique unique en Asie orientale. Ce modèle, caractérisé par une interaction entre l'origine divine de l'empereur et les réalités du pouvoir guerrier, structure la société pour plusieurs siècles. Il met également en lumière les mécanismes de transmission culturelle, qui participent à la construction d'une identité nationale élaborée, en dépit des multiples influences extérieures. Cette synthèse offre un cadre pour analyser les évolutions politiques et culturelles ultérieures du Japon médiéval. Ainsi, le parcours du Japon ancien, depuis les débuts claniques jusqu'à l'établissement du shogunat, témoigne d'une dynamique riche et nuancée. La construction progressive des institutions politiques et des traditions culturelles révèle un processus d'adaptation à la fois interne et externe qui façonne profondément la société japonaise. Cette histoire donne accès à une compréhension plus large des mécanismes par lesquels les sociétés humaines construisent leur ordre social et symbolique. Elle ouvre la voie à l'exploration des périodes suivantes, où les équilibres entre pouvoir impérial et militaire continuèrent de se redéfinir. La Corée, trait d'union en Asie de l'Est. La péninsule coréenne se situe au carrefour stratégique de l'Asie de l'Est, servant depuis des millénaires de trait d'union entre les grandes civilisations chinoises et japonaises. Au cœur de cette région, la Corée a développé une identité propre, tout en absorbant et en transmettant influences, innovations et idées, jouant ainsi un rôle crucial dans les échanges culturels et économiques qui ont façonné l'histoire de cette
partie du monde. Dès les premiers siècles avant notre ère, les royaumes coréens émergent, parmi lesquels Goguryeo, Baekje et Silla dominent la scène. Ces entités politiques développent des systèmes administratifs complexes et entretiennent des relations diplomatiques avec la Chine Han, ainsi qu'avec les tribus nippones. Baekje, en particulier, est reconnu pour avoir introduit l'écriture chinoise au Japon, facilitant la diffusion de la culture et de la religion bouddhique. La période des Trois Royaumes est suivie par l'unification sous Silla au 7e siècle, marquant une étape importante dans la centralisation du pouvoir et l'expansion des réseaux commerciaux régionaux. Silla établit des liens solides avec la dynastie Tang en Chine, ce qui permet l'échange d'érudits, d'artisans et de nouvelles techniques. Ce contact favorise l'essor des arts, de la philosophie confucéenne et de la foi bouddhiste, renforçant la cohésion sociale et culturelle. Au cours des siècles suivants, la dynastie Goryeo règne sur la Corée, période notable pour des avancées technologiques majeures. L'invention du métal movable type, une innovation cruciale de l'imprimerie, précède de plusieurs décennies celle de l'Europe. Parallèlement, Goryeo développe une administration raffinée ainsi qu'un système juridique influencé par les modèles chinois mais adapté aux particularités locales. La géographie joue un rôle majeur dans le positionnement de la Corée, car elle constitue un pont naturel entre les écosystèmes et les cultures maritimes de la mer Jaune et celles du Pacifique. Cette situation facilite les échanges commerciaux via la mer et la terre, reliant les ports de l'actuelle Corée du Sud au centre japonais et chinois. Ainsi, les marchands coréens interviennent activement dans le commerce du riz, de la soie, des céramiques et des produits métallurgiques. Le bouddhisme, arrivé en Corée au début de notre ère, devient un vecteur fondamental de l'intégration régionale. Les temples et monastères coréens abritent des moines qui étudient les textes sacrés chinois, traduisent et transmettent ces savoirs au Japon. Cette diffusion religieuse et intellectuelle contribue à la formation d'une ère culturelle commune à l'Asie de l'Est, tout en préservant les spécificités coréennes dans l'interprétation et la pratique spirituelle. La dynastie Joseon, qui s'installe au XVe siècle, accentue le rôle culturel et politique de la Corée. Confucianisme devient la doctrine officielle, imprimant une organisation sociale rigoureuse fondée sur l'éthique, l'éducation et le respect des rites. La création de l'alphabet Hangul, au XVe siècle, marque une étape décisive, car ce système d'écriture simplifiée démocratise la lecture et l'écriture au-delà des élites lettrées. Le pays maintient une politique d'ouverture modérée, avec une diplomatie prudente entre les ambitions de la Chine mandchoue et l'expansionnisme des shoguns japonais. Les échanges commerciaux se poursuivent, bien que parfois interrompus par des conflits, comme l'invasion japonaise atemporelle du XVIe siècle, qui met temporairement à l'épreuve la stabilité de la péninsule. Toutefois, la capacité de réaction et de reconstruction des Coréens souligne la résilience de leur société face aux bouleversements. Au cours du XIXe siècle, la Corée subit les pressions croissantes des puissances occidentales ainsi que des bouleversements internes liés à la modernisation tardive. Malgré ces défis, elle conserve son rôle de pont culturel et commercial en Asie de l'Est, apercevant les transformations que le XXe siècle engendrera. Son patrimoine historique témoigne d'une longue tradition de synthèse entre continuité et innovation, reflet d'une position géographique et politique unique. Ainsi, la Corée illustre parfaitement comment un territoire peut jouer le rôle de médiateur et de conservateur dans un espace marqué par des entités culturelles complexes et différentes. Sa capacité à intégrer et retransmettre savoir, technologie et valeurs participe définitivement à la dynamique régionale. Cette fonction, observée au fil des siècles, reste une clé pour comprendre les interactions entre Chine et Japon, mais aussi l'évolution de l'Asie de l'Est. Les différents régimes et dynasties qui se sont succédés ont façonné une société imprégnée de valeurs ancestrales et ouverte aux influences extérieures. Chaque période historique apporte son lot d'innovations et de transformations, liées autant à des contextes politiques qu'à des échanges culturels intenses. L'héritage coréen est donc d'une richesse surprenante, malgré une histoire parfois marquée par des conflits. La position géographique de la péninsule a également favorisé la biodiversité et le développement d'une identité naturelle propre. Celle-ci influence les modes de vie, les traditions agricoles et les pratiques spirituelles. De même, la Corée a souvent servi de point de départ pour la diffusion des innovations agricoles et artisanales,
contribuant ainsi à l'essor économique des pays voisins. Les pratiques artistiques, comme la céramique céladon, témoignent de ce rôle de passerelle. Exportée et admirée au-delà des mers coréennes, cette technique illustre comment l'art s'inscrit dans un réseau d'échanges plus large, impliquant des artisans, des marchands et des amateurs d'art. Ce lien sensible entre savoir-faire et commerce enrichit considérablement la culture régionale. L'étude des textes classiques et la traduction de documents chinois sont un autre aspect majeur. La Corée s'affirme comme un centre de production érudite, où le maintien de la langue chinoise classique coexiste avec la promotion du hangul. Ce bilinguisme participe à la conservation des traditions tout en rendant la connaissance accessible à un plus large public. En conclusion, l'histoire de la Corée, en tant que trait d'union en Asie de l'Est, révèle une dynamique singulière, où la préservation des valeurs internes s'allie à une ouverture aux influences extérieures. Cette interaction constante donne à la Corée son importance historique et culturelle, au carrefour de civilisations majeures. Sans rompre ce lien, il devient possible de mieux comprendre l'évolution complexe et fascinante de toute la région. Poursuivons désormais avec une exploration des interactions spécifiques entre ces grands pays et leurs influences mutuelles. Les échanges commerciaux et culturels. Le réseau de la route de la soie s'est développé progressivement à partir du IIe siècle avant notre ère sous la dynastie Han. À cette époque, les souverains chinois cherchaient à établir des liens diplomatiques et commerciaux avec des peuples situés à l'ouest. Le commerce dépassait largement les simples échanges de produits matériels. Par exemple, la technique de fabrication du papier, originaire de Chine, s'est diffusée le long de ces voies, transformant profondément les cultures de qu'elle touchait. La transmission du bouddhisme, initialement depuis l'Inde vers la Chine, puis vers le Japon et la Corée, a également suivi cet itinéraire, illustrant le rôle des échanges culturels au-delà du strict commerce. Parallèlement à la route terrestre, les voies maritimes ont aussi été essentielles pour le commerce en Asie orientale. Les routes maritimes sud-chinoises reliera la Chine aux archipels indonésiens, à l'Inde, puis à la péninsule arabique. Ces échanges ont facilité la circulation d'épices, de textiles, ainsi que de la porcelaine et des lacs, objets très prisés dans les cours royales de l'époque. Les ports maritimes devinrent des carrefours stratégiques où se croisaient diverses cultures issues de différentes régions. Ainsi, les influences indiennes, arabes et même européennes se mêlaient pour enrichir les sociétés locales, favorisant un métissage à la fois matériel et intellectuel. L'un des aspects les plus importants des relations commerciales et culturelles en Asie orientale est la manière dont elles ont contribué à la formation des États et à leur développement politique. Par exemple, les envahisseurs mongols du XIIIe siècle utilisèrent la route de la soie pour renforcer leur empire, facilitant la gestion d'un vaste territoire par la mise en place d'un système de relais et d'échanges régulés. L'arrivée des produits étrangers et des idées nouvelles a souvent stimulé des innovations dans l'agriculture, l'artisanat et la bureaucratie. Ces interactions ont renforcé l'interdépendance des sociétés asiatiques dans une dynamique de collaboration et d'adaptation mutuelle. En plus du commerce matériel, les routes commerciales ont servi de vecteurs pour les transformations religieuses. Le bouddhisme, introduit par la route de la soie, a profondément marqué les cultures chinoises, japonaises, coréennes et vietnamiennes, s'adaptant à chaque contexte local. Le confucianisme, bien qu'originaire de Chine, a aussi traversé les frontières tout en influençant l'organisation sociale et politique des pays voisins. Par ailleurs, les évangiles et l'islam ont circulé par les échanges maritimes du sud-est asiatique, montrant la complexité et la richesse des interactions spirituelles à travers ces mouvements commerciaux. Il convient également de souligner que l'importance des échanges dans ces routes ne se limite pas au passé. Les réseaux économiques et culturels de l'Asie orientale ont posé les bases des dynamiques économiques contemporaines. La coopération régionale actuelle trouve ses racines dans la longue histoire d'échanges partagés, où le respect des traditions s'est combiné à la modernisation progressive des sociétés. Le dialogue entre les cultures a permis une coexistence relative et souvent fructueuse, fondée sur la reconnaissance mutuelle des savoirs et des besoins. Ainsi, les routes anciennes se prolongent symboliquement dans les connexions actuelles. L'étude des échanges commerciaux et culturels révèle aussi le rôle des infrastructures et de la logistique dans le succès de ces relations. Des caravansérails en Asie centrale aux ports bien aménagés en Asie du Sud-Est,
chaque étape facilitait la sécurité et le commerce. Les marchands empruntaient ces chemins avec précaution, traversant des zones désertiques, montagneuses ou maritimes parfois dangereuses. Bien que ces voyages comportèrent des risques, ils contribuaient à l'établissement de réseaux fiables et durables, soutenant une économie florissante. Parmi les marchandises transportées, le thé, les tissus, les pierres précieuses et les inventions technologiques occupaient une place majeure, favorisant un enrichissement mutuel. Au-delà des produits, les échanges ont aussi engendré des transformations sociales importantes. Le contact avec d'autres peuples a souvent conduit à des modifications dans les structures familiales, les modes de vie et les arts. Par exemple, le développement de la porcelaine chinoise, en grande partie destinée à l'exportation, illustre l'impact du marché extérieur sur les productions locales. De même, les échanges ont encouragé un sentiment d'appartenance à un espace culturel plus vaste, transcendant les frontières politiques. Ce phénomène témoigne de la fluidité des identités, qui se nourrissent des rencontres et des échanges perpétuels. Plusieurs grandes villes ont émergé comme centres névralgiques du commerce et des échanges culturels. Chang'an en Chine ancienne, Samarcande en Asie centrale, ainsi que Malacca dans le sud-est asiatique, sont des exemples emblématiques. Ces villes ont accueilli des populations cosmopolites, comprenant marchands, artisans, diplomates et religieux. Les échanges quotidiens entre ces groupes ont favorisé l'apparition de langues mixtes, de pratiques commerciales innovantes et d'artisanat spécialisé. Ces métropoles étaient aussi des lieux où l'art et la science pouvaient se développer, inspirés par la variété des apports culturels. La diversité des marchandises échangées témoigne de la richesse des ressources naturelles et des savoir-faire propres à chaque région. Alors que l'Asie orientale fournissait la soie, le thé, la porcelaine et les lacs, l'Asie centrale contribuait avec des chevaux, du blé et des produits de l'élevage. L'Inde et le sud-est asiatique apportaient des épices, des tissus de coton, ainsi que des pierres fines. Ces produits répondaient à des demandes variées, des élites politiques aux populations locales, favorisant des réseaux de distribution complexes et hiérarchisés. Cette diversité stimulait l'innovation et la spécialisation dans les différentes régions. La longue durée des échanges commerciaux entre les pays d'Asie orientale a permis une accumulation progressive de connaissances et une diffusion des innovations techniques. Par exemple, la technique de la soie s'est perfectionnée grâce à la rencontre d'artisans issus de régions différentes qui ont partagé leurs méthodes. De même, l'usage de la boussole a facilité la navigation maritime, rendant les voyages plus sûrs et plus rapides. Ces avancées ont eu un impact profond sur le développement économique, mais aussi sur les capacités d'exploration et de colonisation. Elles montrent la manière dont le progrès matériel s'inscrit dans le cadre plus large des échanges culturels. Dans cette dynamique, il est important de rappeler que ces échanges n'étaient pas toujours pacifiques ou égalitaires. Des conflits, des déséquilibres et des exploitations sont aussi présents dans cette histoire. La conquête mongole comme les rivalités commerciales entre cités portuaires démontrent que la compétition pour le contrôle des routes pouvait engendrer des tensions. Toutefois, ces conflits ont souvent débouché sur des réorganisations des réseaux et des nouvelles formes de coopération. L'histoire des échanges commerciaux en Asie orientale est donc aussi celle d'une adaptation constante aux changements politiques et économiques. Les routes anciennes ont aussi permis la diffusion d'œuvres artistiques et architecturales. Par exemple, l'art bouddhique a connu des transformations significatives grâce à la rencontre des styles indiens, chinois et japonais. Les influences croisées ont donné naissance à des formes originales, visibles dans la sculpture, la peinture et la décoration des temples. Ces échanges artistiques reflètent non seulement des préférences esthétiques, mais aussi des valeurs spirituelles partagées ou adaptées. Ils constituent, avec le commerce des objets matériels, une facette essentielle de l'interconnexion des sociétés asiatiques. Enfin, il est essentiel de souligner que ces échanges commerciaux et culturels ont créé un sentiment d'interdépendance qui caractérise encore aujourd'hui la région. Les réseaux établis ont célébré la diversité tout en encourageant un dialogue constant entre les peuples. Cette dynamique a favorisé la stabilité relative et le développement prospère de civilisations richement dotées sur le plan culturel. Ce patrimoine commun continue de nourrir les relations contemporaines et inspire des projets visant à renforcer la coopération régionale. La compréhension de ce passé permet ainsi d'apprécier pleinement les complexités et la richesse des interactions asiatiques anciennes.
tout en préparant un avenir partagé. Le récit historique que nous poursuivrons maintenant s'orientera vers les dynamiques politiques et sociales issues de ces échanges, afin d'en cerner les conséquences profondes sur la structure des sociétés. L'arrivée et l'adaptation du bouddhisme. L'introduction du bouddhisme en Asie orientale représente une étape majeure dans le développement spirituel et culturel de la région. Cette religion, née en Inde il y a environ 2500 ans, a connu une expansion progressive qui s'est étendue vers l'Est à travers diverses routes commerciales et échanges culturels. L'arrivée du bouddhisme en Chine, en Corée et au Japon s'est déroulée sur plusieurs siècles, permettant une adaptation et une transformation en fonction des contextes locaux et des traditions préexistantes. Le bouddhisme s'est d'abord implanté en Chine, durant la période dite des royaumes combattants, mais c'est véritablement sous la dynastie des Han que son intégration a commencé à prendre forme. À cette époque, les échanges avec l'Asie centrale et la route de la soie ont favorisé l'introduction de nouvelles idées venues de l'Inde. Les premiers textes bouddhistes traduits en chinois témoignent d'un intérêt croissant envers cette philosophie qui proposait des concepts tels que le samsara, le karma et la quête de l'éveil. Le contact avec les systèmes de pensée confucéens et taoïstes a conduit à une adaptation du discours religieux afin de le rendre compatible avec les valeurs locales. Dans ce contexte, le bouddhisme chinois a développé plusieurs écoles qui ont façonné la manière dont les enseignements originaux furent interprétés. Par exemple, l'école de la terre pure, particulièrement populaire, mettait l'accent sur la foi envers un Bouddha céleste pour atteindre une renaissance favorable, ce qui introduisait une dimension plus accessible pour la masse des croyants. D'autres écoles comme le Shan, dont l'influence perdure encore aujourd'hui, insistaient sur la méditation directe et l'expérience personnelle de l'éveil, réduisant l'importance des textes sacrés au profit de la pratique intérieure. Le passage du bouddhisme à la Corée s'est inscrit dans un mouvement encore plus nuancé. Là, cette religion est arrivée officiellement au IVe siècle, grâce notamment à des échanges diplomatiques avec la Chine. Le bouddhisme coréen a su s'adapter aux croyances chamanistes locales, qui reconnaissaient déjà une interaction profonde entre le monde spirituel et la nature. En conséquence, le syncrétisme a permis une évolution propre dans la péninsule, où des temples et des monastères sont devenus des centres de savoir et d'influence sociale. Cette tradition a ensuite été transmise au Japon, où elle a profité du soutien des élites pour s'établir durablement. Au Japon, l'arrivée du bouddhisme, qui remonte environ au VIe siècle, a confronté une religiosité animiste ancestrale centrée sur les kami, et une organisation sociale très hiérarchisée. Contrairement à la seule dimension philosophique, le bouddhisme y a acquis aussi une dimension politique et culturelle. Les rituels et les constructions selon les écoles variées, telles que le Tendai et le Shingon, ont contribué à définir une identité spirituelle nationale. Par ailleurs, les adaptations évidentes dans la pratique ont permis une coexistence harmonieuse entre bouddhisme et shintoïsme, un système qui perdure encore aujourd'hui. Sur le plan doctrinal, le bouddhisme d'Asie orientale a intégré des éléments provenant des contextes locaux, tels qu'un intérêt pour l'équilibre entre force et douceur, pour le juste milieu, ou encore pour la recherche de l'harmonie avec le cosmos environnant. Cette démarche a donné lieu à des écoles particulières qui, tout en conservant le fondement des 4 nobles vérités et du noble chemin octuple, ont proposé des interprétations suffisamment flexibles pour répondre aux besoins psychologiques et sociaux des populations. Les pratiques rituelles, les méditations, la vénération des bodhisattvas, sont autant d'aspects qui différencient concrètement le bouddhisme asiatique de celui de ses origines indiennes. Par ailleurs, la diffusion du bouddhisme s'est accompagnée d'une production artistique, littéraire et architecturale remarquable. Les pagodes, sculptées et peintes avec soin, illustrent non seulement des scènes tirées des textes sacrés, mais aussi les alliances culturelles majeures entre le religieux et le politique. Les manuscrits conservés documentent une tradition d'étude rigoureuse, où la traduction des textes et la systématisation des savoirs ont été encouragées par des empereurs et des moines érudits. Cette dynamique a favorisé un climat intellectuel propice à l'échange entre les différents pays, renforçant le bouddhisme comme vecteur d'une identité partagée. Il est également important de noter que l'adaptation du bouddhisme n'a pas effacé les spécificités régionales.
Chaque pays a nourri des formes originales, en fonction des langues, des coutumes et des conditions politiques. Le rapport à la nature, par exemple, est visible dans la manière dont la spiritualité est joignable par une simple promenade dans un jardin zen, ou la contemplation d'un paysage naturel, signe sensible d'un bouddhisme vivant et intégré dans le quotidien. Ainsi, le bouddhisme asiatique se manifeste sous une pluralité d'aspects qui conjuguent respect des textes anciens et créativité culturelle. Cette complexité a permis au bouddhisme de continuer à attirer des fidèles et des chercheurs de vérité tout au long des siècles, à travers les bouleversements historiques, les guerres et les périodes de paix. La diffusion de la pensée bouddhiste invite à une réflexion profonde sur la nature de l'existence, la souffrance et le chemin vers la libération intérieure. En même temps, cette histoire montre comment une philosophie venue d'ailleurs peut s'enraciner, évoluer et s'harmoniser avec les traditions locales sans perdre sa cohérence fondamentale. L'étude de ce phénomène représente ainsi une invitation à comprendre la richesse du dialogue interculturel qui a caractérisé l'Asie orientale. La rencontre du bouddhisme avec les différentes civilisations a favorisé des échanges intellectuels, artistiques et spirituels, participant à la formation d'un monde pluriel. Ce mouvement historique souligne aussi la capacité humaine à adapter et transformer des enseignements universels en fonction des spécificités sociales et culturelles. À mesure que l'exploration de l'histoire spirituelle de l'Asie orientale progresse, l'attention se tourne vers les interactions entre le bouddhisme et d'autres courants religieux, notamment ceux qui lui ont succédé ou coexisté avec lui. Cette dynamique ouvre la voie à une compréhension plus large des échanges civilisationnels. Dans le chapitre suivant, l'analyse portera sur l'évolution du taoïsme et ses relations avec le bouddhisme, en soulignant les convergences et divergences fondamentales entre ces philosophies. Les structures sociales et la vie quotidienne. Dans les sociétés d'Asie orientale traditionnelles, les structures sociales reposaient sur des cadres hiérarchiques profondément enracinés. Ces cadres étaient fondés sur des principes tels que l'harmonie sociale et le respect des relations familiales et communautaires. La famille constituait l'unité centrale, souvent composée de plusieurs générations vivant sous un même toit et respectant des règles strictes régissant les rôles de chacun. Cette organisation familiale permettait non seulement la continuité des traditions, mais aussi la transmission des valeurs fondamentales à travers les âges. Les relations entre les membres de la famille étaient définies par des rites et des devoirs précis. Le père jouait un rôle d'autorité, chargé de la gestion des affaires domestiques et extérieures. Les enfants, quant à eux, devaient obéir et honorer leurs parents tout en préparant leur avenir, souvent par l'apprentissage et l'acquisition de savoir-faire spécifiques. Les femmes tenaient une place essentielle dans le maintien de l'équilibre familial, en assurant la gestion de la maison et l'éducation des plus jeunes. Cette répartition des tâches garantissait la stabilité et la pérennité du foyer à travers le temps. Au-delà de la famille, la société se structurait en différentes classes sociales, chacune ayant des fonctions distinctes. On retrouvait ainsi les nobles et les lettrés, investis dans les responsabilités politiques et intellectuelles, les artisans qualifiés, les marchands et enfin les paysans qui formaient la majorité de la population. Les paysans, en particulier, étaient les piliers de l'économie, travaillant la terre avec diligence pour assurer l'approvisionnement en nourriture. Ce système hiérarchique, bien que rigide, était perçu comme naturel et nécessaire pour maintenir l'ordre et la prospérité de la communauté. Les métiers exercés variaient selon les régions, mais une même logique prédominait. Chaque métier avait pour fonction de contribuer à l'ensemble social de manière complémentaire. Par exemple, les prêtres officinaient des rites religieux destinés à assurer la protection divine pour la société entière, tandis que les artistes et musiciens animaient les cérémonies et fêtes traditionnelles. Ces différentes activités s'inscrivaient dans un cadre rituel qui renforçait la cohésion sociale et la continuité des valeurs ancestrales. Les pratiques coutumières jouaient un rôle crucial dans la régulation de la vie quotidienne. Elles incluaient des cérémonies saisonnières, des rites de passage et des fêtes religieuses ou civiques qui ponctuaient l'année et marquaient les étapes importantes de la vie. Ces rituels, souvent codifiés depuis des siècles, servaient à renforcer le sentiment d'appartenance collective. Ils étaient également l'occasion d'affirmer les hiérarchies sociales et de célébrer les liens familiaux et communautaires. Le confucianisme, doctrine dominante dans plusieurs royaumes d'Asie orientale,
influençait profondément les normes sociales et familiales. Cette philosophie mettait l'accent sur les vertus de la piété filiale, du respect de l'autorité et de la responsabilité sociale. Elle promouvait une société ordonnée où chaque individu avait un rôle spécifique et devait œuvrer à sa réalisation avec diligence et loyauté. La diffusion de ces idées a contribué à stabiliser les sociétés en y implantant un modèle moral partagé. Les institutions familiales reflétaient également ces principes confucéens. La transmission du nom familial et de la lignée était primordiale, et les textes sacrés guidant les comportements familiaux étaient enseignés dès le plus jeune âge. Les aînés, chefs de famille, étaient chargés de veiller au respect des traditions, à la fois dans les actes quotidiens et dans les grandes décisions. Cette autorité ne se limitait pas à la famille nucléaire, mais s'étendait à l'ensemble de la lignée, créant un réseau complexe de solidarité et d'obligations. L'éducation occupait une place centrale dans la vie des classes lettrées. Elle était conçue pour former des hommes capables de servir dans les administrations impériales ou locales, souvent à travers de longs et rigoureux examens. Cet accès au statut social supérieur par le savoir est l'une des caractéristiques majeures des sociétés d'Asie orientale, où la culture écrite et la maîtrise des classiques jouaient un rôle fondamental. L'éducation était également un vecteur de cohésion sociale, car elle consolidait les normes morales et civiques. La vie quotidienne était rythmée par un équilibre entre travail, cérémonie et repos. Dans les zones rurales, les activités agricoles définissaient les saisons, tandis que les urbains, artisans et commerçants suivaient des horaires adaptés à leur profession. Les repas, souvent familiaux, respectaient des règles d'organisation précises, chaque élément ayant une signification symbolique liée à la santé, la prospérité et l'ordre. Ces habitudes apportaient une stabilité rassurante et structuraient le temps social de manière prévisible. Le respect des anciens et la mémoire des ancêtres constituaient un pilier majeur des pratiques domestiques. Les hôtels familiaux, régulièrement entretenus, représentaient un lien vivant entre les générations passées et présentes. Cet hommage ancestral assurait une protection spirituelle et renforçait le sentiment d'identité collective. Les offrandes rituelles et les prières se lisaient comme des actes de gratitude et de pérennisation des racines familiales dans le temps. Les structures sociales servaient aussi à réguler les conflits et à maintenir la paix dans la communauté. Les conseils de village ou les assemblées familiales étaient des instances où se discutaient les différends, souvent selon des codes précis respectant les hiérarchies et les traditions locales. Ces systèmes de médiation permettaient d'éviter les divisions et d'assurer une justice fondée sur la coutume et l'expérience partagée. Ainsi, la société fonctionnait comme un mécanisme harmonieux où le collectif primait sur l'individuel. Des expressions culturelles diverses accompagneront ces cadres sociaux, comme les arts du spectacle, la calligraphie et la poésie intégrées à la vie quotidienne et cérémonielle. Ces manifestations artistiques n'étaient pas seulement des loisirs, mais des moyens d'affirmer une vision du monde, de renforcer les liens sociaux et d'élever l'esprit dans un cadre moral commun. Leur apprentissage et leur maîtrise faisaient partie intégrante de l'éducation et du raffinement personnel. Dans les grandes métropoles, des marchés animés réunissaient des artisans, des marchands et des consommateurs, témoignant de la complexité économique croissante. Ces lieux étaient des carrefours d'échanges matériels, mais aussi culturels, où se rencontraient différentes classes sociales. Malgré cette diversité, le respect des règles et des hiérarchies restait la norme, évitant ainsi les tensions excessives et préservant l'ordre public dans ces espaces animés. Par ailleurs, les dimensions spirituelles étaient omniprésentes dans la vie sociale. Les temples, monastères et sanctuaires jouaient un rôle de centre communautaire, offrant non seulement un refuge spirituel, mais aussi des services éducatifs et sociaux. Ils étaient des lieux de rassemblement et d'échange, où les croyances se mêlaient aux pratiques quotidiennes. Cette intégration du religieux dans le social consolidait la cohésion et apportait un sens plus large aux efforts individuels dans le cadre communautaire. Les différentes classes sociales, tout en étant distinctes, participaient à un système interdépendant. Les aristocrates et les fonctionnaires administraient, les paysans produisaient, les artisans façonnaient et les marchands distribuaient les biens nécessaires. Chaque groupe avait son rôle clairement défini et reconnu, ce qui permettait une coopération stable malgré les inégalités.
Cette complémentarité fonctionnelle constituait la base d'une société ordonnée et résiliente. Les coutumes liées au mariage et à la famille jouaient un rôle central dans la transmission des statuts sociaux. Les alliances matrimoniales étaient souvent stratégiques, visant à renforcer les positions familiales et sociales. Les cérémonies, chargées de symboles et de traditions, assuraient la continuité de la lignée et le respect des obligations familiales. Ces pratiques renforçaient les réseaux de pouvoir et contribuaient à la stabilité sociale à long terme. Ainsi, les sociétés d'Asie orientale traditionnelles s'appuyaient sur une organisation sociale complexe, où les rôles, les devoirs et les coutumes s'entrelaçaient pour former un système cohérent. Cette complexité permettait de maintenir l'ordre, d'assurer la continuité culturelle et de nourrir un sentiment d'appartenance partagée. Dans la prochaine partie, l'attention se portera sur les évolutions politiques majeures qui ont façonné ces sociétés dans leur transformation historique. L'art et l'architecture au service du pouvoir. L'art et l'architecture ont toujours joué un rôle central dans l'expression du pouvoir à travers l'Asie orientale. Dès les périodes anciennes, les souverains ont projeté leur autorité en élaborant des œuvres qui ne se limitaient pas à la simple esthétique, mais qui portaient un sens symbolique profond. La Chine, par exemple, a vu naître des architectures monumentales, telles que la Cité interdite. Construite au XVe siècle, elle représente l'incarnation même de la puissance impériale. Ses vastes murs rouges, ses toits dorés et son organisation rigoureuse reflètent la hiérarchie sociale et cosmique qui sous-tendait le mandat céleste. Dans cet espace, chaque élément architectural suit un code précis, destiné à renforcer l'image d'un empereur gouvernant en harmonie avec les lois du ciel. Ce modèle s'est diffusé, avec des adaptations propres, dans les territoires voisins, notamment en Corée et au Japon. Là, l'art et l'architecture sont devenus des instruments pour officialiser les régimes locaux tout en intégrant des idées empruntées à la philosophie confucéenne et bouddhiste. Il s'agit d'une continuité qui relie l'utilisation matérielle de l'espace aux notions abstraites de légitimité politique. Au Japon, les temples shinto et bouddhistes illustrent parfaitement la symbiose entre spiritualité et autorité. Qu'il s'agisse des structures en bois, caractérisées par une simplicité apparente, ou des compositions complexes des jardins, tout est pensé pour assurer une présence discrète, mais efficace du pouvoir. L'esthétique y évoque la permanence et la connexion entre l'humain et le divin. De cette manière, la nature même des matériaux utilisés participe à la symbolique politique. Les nobles et les shoguns ont rapidement adopté cette architecture pour affirmer leur place dans l'ordre social, tout en reflétant une certaine modestie requise par leurs croyances. Pendant la période des dynasties coréennes, notamment la période Joseon, l'art de la peinture, la céramique et l'architecture ont également servi à un dessin politique. Le palais de Gyeongbokgung, par exemple, construit au XVe siècle, s'inscrit dans une volonté claire d'affirmation de la souveraineté et de la stabilité du royaume. La disposition rigoureuse, les toitures aux couleurs vives et les motifs floraux fonctionnent comme autant de signes de prospérité et d'ordre. Ce palais est également lié aux idées confucéennes, parfois traduites très concrètement dans la disposition des salles à la fois pour des fonctions administratives et rituelles. À travers l'histoire de l'Asie orientale, il est manifeste que l'art ne témoigne pas uniquement d'une époque ou d'un style, mais agit comme une forme de langage politique. Chaque nuance, chaque coup de pinceau et chaque choix de matériaux participent à la fabrication de ce que l'on pourrait appeler le récit officiel. Ce récit est destiné non seulement à impressionner les contemporains, mais aussi à s'inscrire dans une mémoire collective qui transcende les générations. À titre d'exemple, les objets précieux, les manuscrits enluminés et les symboles gravés sur les murs des palais soulignent cette connexion entre beauté et autorité. Il est également important de noter que dans ces formes artistiques, la permanence et le changement coexistent. Si les dynasties changent, si les régimes évoluent, certaines conventions esthétiques demeurent, assurant la continuité d'un imaginaire politique respectueux des traditions. Parallèlement, des innovations apparaissent, souvent liées aux besoins nouveaux du pouvoir ou aux influences extérieures. Ce phénomène peut être observé dans la période des empereurs Ming, ainsi que sous les shoguns du Japon, où des styles anciens rencontrent des courants inédits venus de l'échange avec d'autres civilisations.
L'usage de l'architecture comme moyen de contrôle s'étend aussi aux constructions militaires. Les forteresses et murailles, nombreuses en Asie orientale, ne sont pas de simples dispositifs défensifs. Elles incarnent une démonstration visible de la capacité d'un régime à protéger son territoire et sa population. La Grande Muraille de Chine, commencée plusieurs siècles avant notre ère, en est un exemple emblématique. Au-delà de son rôle militaire, la muraille constitue un symbole fort de la séparation entre l'intérieur gouverné et l'extérieur perçu comme menaçant. La production artistique porte encore l'empreinte d'une vision philosophique. Le choix des motifs, des couleurs et des formes s'explique fréquemment par les croyances royales autour de la cosmologie et de l'harmonie. Le jade en Chine, prisé depuis des millénaires, est un matériau chargé de signification de pureté et d'immortalité. Sa présence dans les objets d'apparat illustre comment un simple matériau se trouve investi d'une fonction qui dépasse son usage utilitaire. Cette complexité rejette l'idée d'art comme simple décor et affirme sa position dans la gouvernance. Par ailleurs, les représentations artistiques souvent codifiées respectent un ordre rigoureux qui reflète l'organisation du pouvoir. Les emblèmes animaliers, comme le dragon, l'emblème impérial en Chine, sont omniprésents. Ils incarnent la force, la sagesse et la protection accordée par le souverain. Leur diffusion dans d'autres cultures d'Asie orientale traduit à la fois une influence chinoise et une adaptation locale qui enrichit la variété des expressions artistiques. C'est là un parfait exemple de la complexité des interactions culturelles dans le domaine du pouvoir. En observant plus attentivement, on peut remarquer que l'art public, tel que les sculptures et fresques visibles dans les temples et palais, vise à ensemencer des messages idéologiques. Ces œuvres servent à illustrer la bonté du souverain, sa légitimité divine et son rôle dans la préservation de l'ordre social. Ce mode de communication fonctionne aussi bien sur le plan interne, auprès de la population du royaume, que pour l'image externe, envers les puissances voisines. Ainsi, l'art devient une forme de diplomatie symbolique. Un autre aspect essentiel est la représentation des rites dans l'architecture. Les espaces dédiés aux cérémonies publiques et religieuses sont conçus pour renforcer la solennité et la centralité du pouvoir. Les constructions imposantes sont pensées pour accueillir des rituels complexes, où l'efficacité visuelle soutient la portée politique. Les dynasties utilisant ces codes architecturaux permettent une continuité rituelle qui participe à la stabilité du régime, institutionnalisant des pratiques qui lient les hommes au divin et au souverain. L'évolution des styles artistiques en Asie orientale reflète également les transformations politiques majeures. Par exemple, la transition entre les époques Tang et Song en Chine a révélé des changements dans la représentation visuelle du pouvoir, avec une préférence accrue pour des formes délicates et aériennes. Ces variations ne traduisent pas seulement des goûts esthétiques, mais aussi des évolutions dans la manière de concevoir l'autorité et son exercice. Ce phénomène est observable également dans la peinture, la calligraphie et la sculpture. Par ailleurs, certaines commandes artistiques témoignent explicitement d'une volonté de légitimation dynastique. Les empereurs utilisaient des récits mythologiques, souvent représentés sous forme picturale, pour affirmer leur lien avec des figures saintes ou semi-divines. Cette stratégie permettait d'ancrer le pouvoir non seulement dans le temps présent, mais aussi dans la mémoire sacrée, offrant un fondement immuable à l'autorité. Une telle pratique trouve des échos dans les autres cultures voisines, où les mythes ancestraux servent de socle au pouvoir politique. Enfin, il apparaît que les transformations dans les arts et l'architecture sont étroitement liées à la dynamique des échanges. Les routes commerciales, telles que la route de la soie, ont facilité la circulation d'idées, mais aussi de techniques et de matériaux. L'adoption progressive de certains styles ou motifs étrangers ne vient pas rompre la cohérence des représentations locales, mais enrichit les formes traditionnelles de nouvelles dimensions symboliques. C'est par cette interaction que l'art devient un vecteur vivant de la mémoire politique et spirituelle. Ainsi, le parcours que suit l'art et l'architecture en Asie orientale correspond à un dialogue constant entre tradition et innovation, entre continuité et adaptation. Cet équilibre fragile soutient la représentation du pouvoir, sa légitimité et son rayonnement. C'est la raison pour laquelle les œuvres monumentales perdurent, témoignant non seulement d'une époque, mais aussi d'une conception politique où le visible et l'intangible sont étroitement liés. De cette manière,
L'histoire esthétique offre un angle privilégié pour comprendre les sociétés d'Asie orientale. Ce panorama offre une base solide pour aborder, dans le chapitre suivant, les influences religieuses et philosophiques qui ont façonné les conceptions asiatiques du monde et du pouvoir. La période médiévale et les dynamiques régionales. La période médiévale en Asie orientale s'étend sur plusieurs siècles caractérisés par des transformations politiques complexes et des dynamiques régionales variées. Dès le début du Moyen Âge asiatique, les différentes puissances ont expérimenté des réorganisations profondes de leur structure de pouvoir, influençant durablement l'histoire de la région. Les empires et royaumes de Chine, de Corée, du Japon et du Sud-Est asiatique ont souvent oscillé entre conflits armés et alliances stratégiques, modulant sans cesse l'équilibre géopolitique. L'institution impériale chinoise a traversé une succession de dynasties où centralisation et décentralisation du pouvoir ont alterné. La dynastie Tang s'est illustrée par une stabilité remarquable et une ouverture culturelle notable, favorisant le développement des arts et des sciences. Ces avancées dans l'administration centrale ont permis un gouvernement efficace qui s'est appuyé sur un système d'examens impériaux rigoureux. La Chine médiévale a ainsi largement influencé ses voisins à travers des échanges diplomatiques et commerciaux, notamment via la route de la soie. Parallèlement, le Japon médiéval a vu l'émergence d'un système féodal unique. Le shogunat, dirigé par des seigneurs militaires appelés shoguns, a établi un contrôle politique indirect sur l'empereur, dont le rôle s'est réduit à un symbole rituel important. Cette organisation a conduit à des conflits internes incessants, ponctués par des périodes de paix relatives souvent obtenues par des accords entre clans guerriers. La culture samouraï, avec son code d'honneur strict, s'est développée durant cette époque, marquant durablement l'identité japonaise. En Corée, les royaumes de Silla, Koryo et plus tard Joseon ont successivement dominé la péninsule. Le royaume de Silla a réussi à unifier une grande partie de la Corée, mettant en place un système administratif inspiré des modèles chinois. La dynastie Koryo a introduit le bouddhisme comme religion d'État, ce qui a profondément influencé l'art et la société. Plus tard, le royaume Joseon a consolidé l'ordre néo-confucéen, structurant la vie sociale autour de valeurs rigoureuses et de l'éducation. Les échanges entre ces régions furent nombreux, grâce aux réseaux commerciaux maritimes et terrestres. Des contacts avec les régions d'Asie du Sud-Est, d'Inde et du monde islamique ont également enrichi les échanges culturels et économiques. La transmission des technologies agricoles, des techniques militaires et des savoirs scientifiques a contribué aux transformations profondes des sociétés asiatiques. Dans le Sud-Est asiatique, plusieurs royaumes dynamiques ont émergé, souvent influencés par les puissances chinoises et indiennes. Le royaume de Champa, les royaumes Khmer et Srivijaya, parmi d'autres, ont joué un rôle clé dans la gestion des routes commerciales maritimes. Leur importance économique s'est traduite par le développement de centres culturels remarquables, où architecture et art témoignaient d'un syncrétisme religieux entre hindouisme et bouddhisme. Les conflits militaires n'étaient pas rares. Des guerres internes entre clans et factions, des invasions étrangères, ainsi que des révoltes populaires ont ponctué cette période. L'harmonie fragile entre les différents pouvoirs dépendait souvent d'alliances dynastiques renforcées par des mariages politiques et des pactes militaires. Toutefois, des résistances locales ont parfois perturbé les tentatives de centralisation. Les techniques militaires évoluèrent durant cette ère, influencées par les échanges avec des civilisations extérieures. La fabrication de la poudre à canon, originaire de Chine, révolutionna les stratégies de siège et de combat. La cavalerie mongole, réputée invincible, domina de vastes territoires en établissant un empire qui s'étendit jusqu'en Europe de l'Est. La montée de l'empire mongol modifia profondément l'équilibre des forces en Asie. Ce vaste empire, né au début du XIIIe siècle, fut à la fois unificateur et destructeur. La conquête mongole apporta une période de contact intense entre l'Est et l'Ouest, facilitant les échanges commerciaux et culturels sur une échelle sans précédent. Les routes terrestres reliant la Chine à l'Europe, appelées routes de la soie, connurent un nouvel essor sous leur domination. L'administration mongole, adaptable aux divers peuples soumis, permit la coexistence de plusieurs cultures au sein d'un même territoire. Cette période vit également une diffusion accélérée de technologies et de savoirs. Pourtant, les ruptures dues au conflit
et aux occupations militaires laissèrent aussi des traces durables de destruction et de dévastation. La fin du Moyen Âge asiatique se caractérise par l'affaiblissement progressif de l'Empire mongol et la montée de nouvelles puissances régionales. Des royaumes chinois renaissants et le shogunat Ashikaga au Japon par exemple, cherchaient à consolider leur pouvoir politique face à de nombreux défis internes et externes. Les transformations socio-économiques de cette période annonçaient déjà l'entrée dans une ère nouvelle marquée par des dynamiques renouvelées. Ainsi, durant cette ère médiévale, l'Asie orientale fut le théâtre de profondes mutations politiques et militaires. Les conflits et alliances qui émaillèrent cette époque façonnèrent le destin des États et des peuples. La complexité de ces relations, les innovations technologiques et le croisement des traditions ont contribué à construire le socle des identités asiatiques contemporaines. En suivant ces lignes, on peut percevoir que l'histoire de cette époque repose sur un équilibre constant entre changement et continuité. La diversité des acteurs et la richesse des interactions offrent une perspective nuancée, loin des simplifications. La méditation sur ces transformations invite à comprendre non seulement les événements marquants, mais aussi leurs implications sur le long terme, préparant le terrain pour les développements futurs que nous explorerons ensuite. La rencontre avec l'Occident et ses conséquences. Les premiers contacts entre les sociétés asiatiques orientales et les Européens ont marqué un tournant significatif dans l'histoire de la région. Ces rencontres, initialement motivées par la quête de nouvelles routes commerciales, ont progressivement donné lieu à des échanges technologiques, culturels et politiques d'une ampleur considérable. Elles ont suscité en même temps des tensions parfois durables, liées à des intérêts divergents et à des incompréhensions mutuelles. Les dynasties asiatiques, notamment celles de la Chine, du Japon et de la Corée, ont d'abord observé les arrivées européennes avec prudence. Les Portugais furent parmi les premiers navigateurs à aborder les côtes orientales, suivis par les Hollandais, les Espagnols et plus tard les Britanniques. Cette diversité d'acteurs a enrichi les échanges, mais aussi multiplié les défis diplomatiques pour les pouvoirs locaux. Chaque entourage impérial a dû évaluer avec soin les avantages et les risques de ces nouvelles relations. L'introduction de technologies européennes a joué un rôle majeur dans ce contexte. Le maniement des armes à feu, notamment des mousquets et des canons, transforme rapidement les rapports de force sur le terrain. Des gouvernements asiatiques s'efforcent de s'approprier ces innovations, intégrant parfois, avec succès, ces savoir-faire à leur propre système militaire. Cette adaptation révèle une volonté claire d'allier modernité technique et continuité culturelle. Par ailleurs, le commerce avec l'Occident offre des nouveautés commerciales appréciables. L'échange d'épices, de soie, de porcelaine et de substances médicinales crée des réseaux d'échanges complexes. En retour, les Européens introduisent des produits jusque-là inconnus ou rares à l'Est, comme le tabac ou certains métaux. Ces échanges renforcent la dynamique économique de régions portuaires stratégiques et influencent les modes de vie urbains. Cependant, cette ouverture accrue génère également des tensions politiques et sociales. Les établissements commerciaux européens, parfois accompagnés de missionnaires, sont perçus par certains comme une menace à la souveraineté locale. Dans plusieurs cas, les autorités asiatiques réagissent par des restrictions, des expulsions, voire des conflits militaires limités. Ces épisodes illustrent la complexité d'un enchevêtrement entre échanges pacifiques et résistance nationale. Il convient également de mentionner l'impact intellectuel et religieux. Les missionnaires jésuites, par exemple, introduisent en Chine des connaissances scientifiques occidentales, notamment en astronomie et en mathématiques. Le dialogue entre les traditions philosophiques locales et les apports européens marque une période riche en échanges d'idées. Toutefois, le poids culturel et religieux de l'Occident ne fut pas toujours accepté sans réserve, ce qui provoqua des débats internes. Dans le domaine diplomatique, les traités conclus à cette époque témoignent d'une recherche d'équilibre souvent fragile. Certains accords commerciaux favorisent des privilèges européens spécifiques, tandis que d'autres tentent de maintenir un contrôle rigoureux des relations extérieures. Les capacités de négociation des États asiatiques reflètent leur adaptation progressive à un paysage international élargi, soumis à des contraintes nouvelles et à des opportunités inédites. La période étudiée révèle également des transformations sociales. L'introduction de nouvelles marchandises influence les habitudes alimentaires et vestimentaires dans certains milieux urbains. Par ailleurs, la circulation croissante de personnes, commerçants,
missionnaires ou fonctionnaires, accentue les échanges culturels. Cette dynamique modifie en profondeur les sociétés locales, tout en conservant leurs particularités propres. Enfin, il est essentiel de souligner la diversité des réactions face à ces bouleversements. Les stratégies d'intégration, de résistance ou de cohabitation varient selon les régions et les circonstances. Les sociétés asiatiques font preuve d'une grande capacité d'adaptation, en tirant parti des aspects positifs de ces contacts tout en cherchant à préserver leur identité. Cette période constitue ainsi un moment clé dans le façonnement des relations entre l'Orient et l'Occident. Ce panorama historique met en lumière la complexité des premiers échanges intercontinentaux d'ampleur. Il éclaire les mécanismes par lesquels les sociétés orientales ont abordé les défis de la modernité naissante tout en restant ancrées dans leur propre héritage. Ces processus ont profondément influencé les trajectoires politiques, économiques et culturelles de la région, préparant le terrain pour les transformations ultérieures. Alors que cette étape s'achève, il est possible d'observer comment la rencontre avec l'Occident a contribué à reconfigurer durablement l'Asie orientale. Ce regard posé sur les adaptations et les résistances laisse présager les questions complexes qui se poseront dans l'histoire à venir, où les interactions entre continents deviendront toujours plus intenses. La réflexion continue dans la suite du parcours, qui explorera de manière approfondie les conséquences qu'à long terme de ces premières rencontres, les héritages contemporains et leur mémoire. Les sociétés d'Asie orientale moderne portent en elles une mémoire profonde et vivante des traditions issues d'un long passé historique. Ces héritages, bien que souvent réinterprétés, continuent d'influencer la culture, la politique et les pratiques sociales dans la région. La Chine, le Japon et la Corée partagent un socle culturel façonné par des siècles de développement intellectuel et spirituel, transmis de manière continue malgré les transformations contemporaines. L'étude de cette persistance permet de mieux comprendre la dynamique de ces pays aujourd'hui. La mémoire collective en Asie orientale est souvent incarnée dans les cérémonies publiques et privées, marquées par un respect profond des anciens et des ancêtres. Ces rituels témoignent de la continuité d'une vision du monde où la famille et la communauté jouent un rôle central. Par exemple, la cérémonie du thé au Japon conserve un lien direct avec la pensée zen et les traditions médiévales, tandis que le culte des ancêtres en Chine reflète les principes confucéens qui ont structuré la société pendant des millénaires. Outre ces pratiques visibles, les institutions politiques et les structures économiques s'inspirent également des héritages historiques en adaptant anciens concepts à la modernité. Le confucianisme, avec son accent sur la hiérarchie et l'ordre social, continue d'influencer les gouvernances, même dans des systèmes politiques très différents. De même, les anciennes routes commerciales et les réseaux d'échanges culturels ont évolué pour former une base solide aux relations économiques actuelles entre les pays de la région, tout en s'ouvrant à la mondialisation. La langue est un autre vecteur crucial de transmission culturelle. En Chine, le maintien de l'écriture chinoise traditionnelle dans certains contextes et le développement du mandarin standardisé ont permis d'unifier une population diverse tout en gardant un ancrage historique. Le japonais utilise des caractères empruntés au chinois, intégrés dans son système propre, témoignant d'un dialogue continu avec une histoire ancienne. La Corée, avec son alphabet Hangul, a su préserver la spécificité linguistique tout en valorisant un héritage confucéen commun. La littérature et la philosophie restent également des réservoirs importants de cette mémoire collective. Les classiques chinois, tels que les Entretiens de Confucius ou le Tao Te Ching de Laozi, sont encore étudiés et respectés, non seulement pour leur valeur historique, mais aussi pour leurs enseignements applicables aux défis contemporains. La poésie japonaise, notamment les haïkus, continue d'exprimer une sensibilité aux saisons et à la nature qui a traversé les époques. Par ailleurs, les textes coréens anciens, bien que parfois moins connus à l'international, sont cruciaux pour comprendre la construction identitaire de la péninsule. Les arts traditionnels gardent une place importante dans la vie quotidienne et dans les célébrations publiques. La calligraphie, la peinture sur soie, la musique classique ainsi que la danse folklorique ne sont pas de simples spectacles. Ils constituent des modes de conservation et de communication d'un langage symbolique hérité. Ces expressions artistiques manifestent un mouvement continu entre innovation et respect des formes ancestrales.
illustrant la manière dont les sociétés d'Asie orientale intègrent leur passé dans le présent. Le rôle de l'éducation dans la transmission de ces héritages est également fondamental. Les systèmes scolaires intègrent dans leurs programmes l'étude des figures historiques, des philosophies anciennes et des pratiques culturelles, assurant ainsi une conscience commune de cette mémoire collective. Par ailleurs, les universités et les centres de recherche contribuent à approfondir la connaissance historiographique et à promouvoir une interprétation critique de l'histoire, favorisant la réflexion sur ces héritages tout en évitant leur figement. La mondialisation représente un défi et une opportunité pour les héritages culturels d'Asie orientale. Si elle expose les traditions à des influences extérieures, elle offre aussi un terrain pour leur diffusion et leur valorisation à un public international. Des festivals culturels, des programmes d'échange et l'utilisation des nouvelles technologies permettent de faire connaître au-delà des frontières des pratiques et des savoirs anciens. Cette interaction avec le monde globalisé enrichit les traditions sans nécessairement les déformer. Par ailleurs, la modernité économique de la région repose sur un équilibre subtil entre innovation technologique et perpétuation des valeurs historiques. Des entreprises multinationales aux petites industries artisanales, la conscience des racines culturelles reste présente. Voilà pourquoi il est pertinent d'observer comment les modes de vie contemporains intègrent parfois des valeurs anciennes, telles que le respect de la nature, l'importance de la famille ou la prudence dans la prise de décision. Les religions traditionnelles, notamment le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme, continuent d'offrir des cadres symboliques et éthiques qui façonnent la morale collective. Malgré la sécularisation grandissante, ces pensées demeurent visibles dans les concepts de respect, d'harmonie sociale et d'équilibre personnel. Leur présence dans les rituels quotidiens ou dans les temps forts du calendrier marque la continuité d'un lien profond entre passé et présent. Dans cette perspective, la notion de patrimoine immatériel occupe une place centrale. Les savoir-faire artisanaux, les techniques culinaires traditionnelles, les arts du spectacle et les expressions orales constituent des trésors intangibles. Leur sauvegarde est devenue une priorité dans un contexte d'évolution rapide, afin de ne pas perdre cet héritage précieux qui forge l'identité des communautés. Les gouvernements, les ONG et les acteurs locaux collaborent pour garantir cette transmission. Il est aussi essentiel de prendre en compte la dimension politique et mémorielle. La manière dont les pays orientaux racontent leur histoire nationale reflète souvent une volonté de cohésion sociale et de reconnaissance de leur héritage. Cette construction mémorielle, parfois en tension avec des versions alternatives ou controversées, souligne la complexité de la relation au passé. Elle participe néanmoins à définir un imaginaire collectif indispensable au projet de société. Les défis liés à la préservation de ces héritages sont nombreux. La rapidité des transformations urbanistiques, la mondialisation culturelle et les changements démographiques imposent des adaptations constantes. Pourtant, cette résilience témoigne de la capacité des sociétés d'Asie orientale à conjuguer innovation et tradition, reliant ainsi les héritages anciens aux aspirations contemporaines. Cette dynamique modifie les formes sans remettre en cause le fond. Dans ce contexte, la jeunesse joue un rôle paradoxal. D'une part exposée aux influences globalisées, elle peut se détourner des pratiques coutumières. D'autre part, elle est souvent porteuse d'une redécouverte et d'une valorisation renouvelée de son patrimoine. Les réseaux sociaux et les nouvelles formes d'expression artistique permettent à cette génération d'exprimer un rapport vivant à l'histoire, ce qui participe à la perpétuation des héritages dans un monde en constante évolution. L'étude des héritages contemporains d'Asie orientale ne saurait négliger la place des migrations internes et internationales. Les diasporas contribuent à la diffusion des traditions culturelles au-delà de la région tout en modifiant les pratiques au contact des sociétés d'accueil. Ce mouvement interculturel favorise un échange dynamique, enrichissant la mémoire collective et adaptant les héritages anciens à des contextes nouveaux et variés. Enfin, le rôle des archives, des musées et des centres culturels est crucial pour la conservation, l'étude et la présentation des objets et documents historiques. Ces institutions facilitent un accès structuré à la richesse des civilisations passées et encouragent une approche critique. Elles jouent aussi un rôle éducatif auprès du public, contribuant ainsi à renforcer la conscience collective et à préparer la transmission aux générations futures. Ainsi,
Les héritages historiques dans les sociétés modernes d'Asie orientale ne sont pas figés. Ils vivent, bougent et se transforment dans un continuum permanent. Ils constituent un puissant facteur d'identité, un lien entre hier et demain qui aide à comprendre le présent à travers le prisme du passé. Cette mémoire vivante, intégrée dans la complexité du monde contemporain, offre de nombreuses pistes pour appréhender les défis actuels et futurs. Ces réflexions préparent dès lors la suite, où seront explorées les interactions entre enjeux régionaux et globalisation croissante.